Donc nous allons maintenant passer à la table ronde et à la discussion avec nos autres invités, Gwenola Wagon, Christophe Bruno et Julie Morel, qui vont tout d'abord vous présenter rapidement leur travail, puis nous passerons à la discussion en tant que telle. Et bien entendu, vous serez invités à intervenir en posant vos questions. Voilà, donc nous commençons avec Gwenola Wagon. Gwenola Wagon, vous êtes artiste et vous enseignez à l'Université Paris 8. Votre travail imagine des alternatives et des récits paradoxaux pour déconstruire le monde numérique contemporain. Vous réalisez des films et des installations pour des festivals et des expositions en France et à l'étranger. Vous avez publié Psychanalyse de l'aéroport international avec Stéphane Degoutin. Votre livre Planète B vient de sortir aux éditions 369. C'est à vous. Merci beaucoup. Alors, je suis très contente d'être là. Et juste pour une petite précision, je ne suis pas activiste pure et dure comme Paolo Sirio, qu'on a pu voir grâce à la présentation de Jean-Paul Fromentreau, magnifiquement expliqué tout de suite. Mais par contre, peut-être, si je suis là, pourquoi suis-je ici ? C'est parce que j'ai un parcours qui m'a amené à plutôt proposer des pièces ou des projets filmiques ou des installations ou divers médias qui interrogeaient la technique, et en particulier le numérique, à travers des formes de détournement technique et de détournement aussi de certaines situations, et en m'intéressant particulièrement à des systèmes qui sont parfois plus ou moins oppressants ou qui pouvaient être plus ou moins aliénants pour les utilisateurs ou pour diverses circonstances. Alors là, c'est un peu large, mais je vais rentrer dans quelques pièces. Il y a en particulier des pièces que je faisais il y a une dizaine d'années. Alors je ne sais pas si ça peut s'afficher sur l'écran, mais il y a une dizaine d'années, j'ai travaillé avec un artiste qui se nomme Stéphane Degoutin. Merci. Sur des pièces qui invitent les spectateurs à se déplacer dans l'espace public et à utiliser les techniques de manière un peu différente ou à réfléchir sur certaines techniques. Là, la pièce qu'on voit, c'est une pièce pour GPS, où au lieu de proposer un GPS qui vous permette de retrouver votre chemin, le GPS permettait de vous perdre, et de vous perdre volontairement, avec plaisir, joyeusement, à l'infini, le temps que vous vouliez, avec un logiciel. Alors j'ai fait pas mal de pièces dans ce style de proposition qui renversait un peu l'usage habituel des techniques. Et là, par exemple, pour le random GPS, je partais du principe, avec Stéphane, qu'il était plus facile de se perdre assisté par un ordinateur que de se perdre volontairement tout seul, étant donné que dans certains lieux, on avait tendance à retrouver les mêmes chemins ou les mêmes situations, et qu'on pouvait avoir des difficultés à errer ou à déambuler dans des lieux inconnus volontairement. Donc on utilisait la machine pour une situation différente. Et puis, j'ai pas mal travaillé ensuite sur des détournements de lieux. Ici, c'était La Défense qu'on avait transformé en parc d'attractions du travail, imaginant qu'on irait voir les derniers travailleurs en col blanc dans les bureaux, là où il restait encore un peu de travail. Et nous, joyeusement, on les regarderait travailler de l'extérieur en prenant des montagnes russes, des roller coasters, etc. Alors, ces projets plus ou moins rigolos, utopiques, etc., ont parfois donné naissance à des vrais projets. Donc c'était pas toujours à l'état de projet sur le papier. Par exemple, ici, c'était un projet de proposition de reconversion des stocks, parce qu'en fait, on naviguait beaucoup dans les banlieues, les périphéries des grandes villes, sous forme de voyages, de visites, d'analyses urbaines. Et on s'était rendu compte que les espaces qu'on convoitait, sur lesquels on avait beaucoup d'affection, se transformaient par des énormes parallélépipèdes rectangles en tôle ondulée, qui étaient progressivement les entreprises du numérique qui s'installaient, par exemple, entre Charles de Gaulle Étoile et la Plaine Saint-Denis, et qui servaient à des nouvelles entreprises qui étaient en train de naître sous nos yeux. Alors, c'était vente privée, c'était Amazon, c'était Le Bon Coin, c'était eBay, etc. Et à chaque fois, ça prenait la forme de ces grandes boîtes de tôle ondulée auxquelles on a proposé d'autres formes de projets,
en imaginant que le territoire, de ce territoire un peu caché, secret, pas forcément visible et souvent interdit aux piétons, puisse avoir une vie esthétique autre que cette forme-là, etc. Et tous ces projets, au bout d'un moment, ils ont fini par s'agréger et donner naissance à des récits et des histoires un peu plus complexes. Alors, par exemple, pour les aéroports, on a travaillé sur un livre qui raconte la manière dont l'aéroport a évolué, en particulier depuis le 11 septembre 2001 et surtout après, et comment cet aéroport s'est transformé en un lieu, là pour le coup, de surveillance, avec des appareils de détection, d'analyse du corps, de regard, de biométrie, et qu'il est devenu un peu un laboratoire à ciel ouvert des nouvelles techniques de décryptage de l'humain pour qu'il puisse passer ou non, suivant sa situation, suivant sa biométrie, si on veut. Et suite à différents problèmes aussi de risques, qui étaient parfois des risques complexes suivant les différents pays. Et donc ce livre analyse par le biais des psychoses, des névroses plutôt, chaque névrose du lieu, qu'elle soit la névrose autiste, le fait qu'il soit refermé sur lui-même, ou par exemple la névrose de l'obsession, ou la névrose du refoulé, le fait qu'il refoule pas mal de choses, etc. Alors voilà, donc ça m'a amené en fait à faire des récits, et c'est peut-être par ce biais des récits que j'en suis venue à... Alors je vais passer directement à un autre document. J'en suis venue à faire un livre. Qui lui était qui vient de sortir et qui lui a pris directement une entreprise, voilà, qui s'appelle dans le livre À renverser, et un entrepreneur qui s'appelle B Retourné. Et ce A et ce B sont un peu des archétypes. Alors, on peut voir un clin d'œil à Amazon. Voilà, de temps en temps, ça peut sauter aux yeux. Mais c'est un peu plus flou que ça. C'est volontairement une entreprise, en quelque sorte, archétypale, avec un entrepreneur archétypal qui a toute une vie, depuis qu'il est petit, a rêvé de créer cette entreprise monstrueuse, mégalomaniaque que vous connaissez, et qui pourrait être une autre GAFA, ça pourrait être Facebook, ça pourrait être un autre type de ces GAFAM, et qui est devenu tellement énorme et tentaculaire que pour l'appréhender, j'ai décidé de faire plusieurs enquêtes. Alors, dans le livre, il y a 4 parties. Il y a une partie sur l'imaginaire du spatial, le moment où on décolle de la Terre pour s'évader de tous les côtés, alors dans l'espace, dans des paradis fiscaux, par l'imagination, dans le rêve, etc., dans des fictions, dans des diversions, si vous voulez. Et il y a une partie beaucoup plus sur le territoire qui s'appelle... il y a une partie sur l'algorithme qui s'appelle La société du clic, qui raconte comment est né l'hypermarché, le grand hypermarché, et comment ça a donné naissance au supermarché en ligne. Et puis, par la suite, cette partie qui raconte toute l'histoire du supermarché m'amène à parler progressivement de ce territoire que j'appelle le territoire des hangars, qui est très invasif en fait, et qu'on ne voit pas et dans lequel on ne se rend pas compte, et qui existe autour de nombreuses villes du monde entier. Et qu'est-ce que ça fait au territoire, et qu'est-ce que ça raconte aussi de la ville et de la société que de fabriquer ce territoire-là. Donc j'explore un peu l'architecture des lieux, et puis je passe ensuite sur d'autres parties qui, elles, vont parler progressivement de l'imagination et la manière dont l'imaginaire de ce type de société vont influencer aussi notre imaginaire, et comment on pourrait créer un imaginaire de résistance qui soit pas celui très simplifié, assez peut-être toxique en fait finalement, d'une forme d'imagination réductrice qui nous réduit énormément le champ des possibles en nous emmenant dans des récits un peu tout faits, peut-être assez standardisés. Et donc, c'est une sorte de récit de contre-imagination. Désolée. Non, ne sois pas désolée, c'était juste le bon moment. Merci Gwenola. Nous allons maintenant passer à Christophe Bruno. Christophe Bruno, vous avez investi la mouvance du net art au début des années 2000 en détournant de manière poétique et sensible Google AdWords, la régie publicitaire de Google. Artiste plasticien polymorphe, vous vous aventurez aujourd'hui sur de nombreux médiums,
allant de la sculpture au NFT, en passant par la performance pour proposer une réflexion critique des phénomènes de réseau dans les champs de l'image et du langage. Artiste résident à l'IMERA, Institut d'études avancées d'Aix-Marseille Université, programme Arts, Sciences et Société, et lauréat du programme Résidence hors les murs Villa Médicis 2016 de l'Institut français, catégorie Art numérique. Vous intervenez depuis 2013 dans les workshops Improbables, les ateliers d'Art Thinking de l'Institut Jean-Baptiste C, et vous donnez des conférences au Collège de France et à l'Université de Stanford. C'est à vous. Bon, merci beaucoup. Alors j'ai demandé à Gwenola de me tenir le micro parce qu'en fait, je viens de réaliser que je ne peux pas parler et surfer en même temps. Donc je vais, parler de quelques projets plutôt très très anciens, puisqu'en fait moi comme beaucoup d'artistes d'ailleurs sur le web, peut-être c'est moins vrai aujourd'hui parce que maintenant il y a des écoles d'art qui enseignent le numérique, mais à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas, voilà, ça s'apprenait nulle part. Il n'y avait pas d'école, les écoles d'art ne connaissaient pas du tout ces choses-là. Et moi, je viens d'un monde complètement différent, puisque j'ai été formé je faisais de la recherche en physique théorique, j'ai travaillé dans des startups, etc. Et en réalité, donc, j'arrive dans la suite d'un mouvement des années 90 qui s'appelait le net art. Moi, j'arrive au moment où ce mouvement-là s'est déjà autodissous, un peu à l'image des zones d'autonomie temporaire dont parlait Jean-Paul, mais qui est extrêmement inspiré de l'esthétique pirate, toutes les idées d'utopie libertaire qui circulaient autour de l'émergence du web. Et donc, c'est l'époque de l'émergence d'un nouvel acteur qui s'appelle Google. Il faut se rappeler, à l'époque, Google, c'est quand même considéré aujourd'hui comme un des outils principaux de la surveillance. Mais à l'époque, c'est vraiment la nouvelle... l'émergence du Web 2. Avant le Web 2, c'est vraiment une société qui arrive et qui représente une espèce d'utopie qui vient des universités, en fait, des hackers, des pirates du web. Et elle n'a pas du tout cette image de société capitalistique, etc. Donc, en 2002, donc ça c'est vraiment le projet, je vais essayer d'aller vite, hein, mais aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît les AdWords. Hein, vous prenez votre carte bleue, vous achetez des mots sur Internet. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, mais à l'époque c'était extrêmement surprenant, c'est-à-dire j'ouvre un compte pour $5, et je peux acheter tous les mots de toutes les langues et faire venir les internautes sur mon site. Et donc je commence, je trouve ça assez étonnant. Et voilà, et le texte raconte comment j'ai essayé de faire des espèces de campagnes de pseudo-poésie pour détourner les internautes de leur parcours utilitaire. Et je suis évidemment pas poète. Et comment j'ai été censuré par Google. Alors c'est pas une censure comme... celle de Paolo Cirio, c'est-à-dire que, souvent quand j'essaie d'expliquer mon travail, j'explique que oui, je suis une sorte de hacker, mais un hacker homéopathique, c'est-à-dire ici je suis quelqu'un qui n'a rien à dire, une sorte de poète raté, et ce que me reproche Google, c'est que le fait que mes campagnes de poésie n'aient aucun intérêt, et que mon taux de clic soit trop bas, ça met en péril la dynamique économique du système qu'ils sont en train de mettre en place. Voilà, donc le premier mot que j'achète, c'est symptôme. Et la première campagne, c'est Words aren't free anymore, bicornuate, bicervical, utérus, one-eyed et mi-vagina. Je ne me rappelle pas du tout pourquoi j'ai pensé à ça à ce moment-là. Et j'ai 5500 personnes qui l'ont vu, 16 personnes qui ont cliqué, et j'ai dépensé 80 cents. Voilà. Donc ce système que tout le monde connaît aujourd'hui, qui a fait que Google est devenu la société la plus importante du capitalisme numérique contemporain. C'est vraiment le moment où cette chose émerge. Et au bout d'un moment, le robot de Google commence à m'envoyer des mails en me disant que mon taux de clic est trop bas et me demande de réécrire mes poèmes. Enfin, le robot qui s'appelle robot de surveillance de la performance, ça ne s'invente pas.
qui me demande de réécrire mes poèmes pour améliorer la qualité l'efficacité de mes campagnes. Et donc finalement, mon compte est coupé. Et c'est là que j'écris ce texte. Et évidemment, comme toujours, la censure, à l'époque, je suis même pas artiste quand je fais ça. En 24 heures, je suis passé dans le monde de l'art. Mais évidemment, c'est la censure qui a fait que ce texte-là a été du jour au lendemain visité par des millions de personnes. Enfin, aujourd'hui, c'est extrêmement banal, mais en 2002, c'est extrêmement violent. Voilà, il faut se remettre à l'époque, il y a presque 20 ans. Personne n'est habitué à cette visibilité, à cette intensité-là. Voilà, donc j'écris ce texte sur le capitalisme sémantique. J'explique que chaque mot de chaque langue a un prix. Voilà, le mot le plus cher, c'est free, gratuit, 7500 $. Dieu vaut 10 $, etc. Et je me dis, voilà, finalement, qu'est-ce que ça veut dire le fait que les parcelles de notre intimité, les mots, notre langage, soient mis à prix sur un marché. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle puisque finalement, si effectivement on est des êtres de langage, finalement, le capitalisme, la marchandisation du capitalisme serait arrivée à une sorte de fond, de particule ultime au-delà de laquelle il ne pourrait plus aller. Donc ça, si vous êtes de gauche, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est un point d'arrêt pour le capitalisme. Voilà. Si vous êtes de droite, c'est pas forcément une bonne nouvelle. En réalité, donc voilà, dans ce texte, je me pose la question. Donc je me dis, mais c'est un moment important dans l'histoire de l'humanité. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il y a l'invention de l'écriture, par exemple, l'invention de la monnaie. Mais c'est des cycles très longs, de plusieurs milliers d'années. Et là, il y a une espèce de conjonction entre l'argent et le langage, extrêmement étrange. C'est fini déjà. Et voilà, la suite a prouvé qu'en fait, le capitalisme pouvait aller beaucoup plus loin. Et donc, en fait, c'était pas une bonne nouvelle. Voilà. Je vous montre très rapidement un autre projet. Assez ancien, qui est un fake. Donc dans la grande tradition des fakes, le fake c'est une sorte de presque d'une catégorie artistique. C'est les artistes qui ont inventé les fake news quand même. Et donc là c'est une campagne de marketing pour un patch qui n'existe pas, qui vous permettrait de partager en temps réel la souffrance de l'humanité. Chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, ça détecte des mots-clés que vous pouvez choisir et ça vous envoie une décharge électrique. Donc ça date de... Voilà, vous avez le témoignage des utilisateurs. Ça date de 2003. Jean-Paul parlait de la... Enfin, c'est inspiré de la soumission, l'expérience de soumission à l'autorité de Stanley Milgram. Voilà, et Jean-Paul parlait du texte de la Boétie, de la servitude volontaire. Il a prononcé 4 fois le mot de servitude volontaire, j'ai repéré. Voilà, et donc, relisez ce texte d'Étienne de la Boétie du XVIe siècle. Un texte extrêmement actuel. Comment ? Éclairant, voilà. Donc là, le patch, j'ai réussi à le fabriquer au bout de quelques années, et donc j'ai pu électrocuter des milliers de personnes qui faisaient la queue et qui se soumettaient à mon autorité. Voilà, donc aujourd'hui, je travaille, je fais beaucoup de projets sur d'intelligence artificielle. Ici, voilà, c'était une expo à la Cité internationale des arts, avec une pratique assez naïve de l'intelligence artificielle. Je travaille avec une historienne de l'art qui s'appelle Christelle Desbordes. Voilà, là, par exemple, j'ai entraîné une intelligence artificielle de chez Uber qui est censée conduire des voitures, et je lui ai appris à peindre. Voilà. Donc, voilà ce qui arrive. Voilà, je vais très vite. Là, c'est une intelligence artificielle qui a été nourrie des dessins et des textes sur Léonard de Vinci et qui a reproduit un dessin qu'aurait pu dessiner Léonard de Vinci à l'âge de 3 ans. Voilà, des choses comme ça. Et là, je suis à l'IMERA pour travailler sur un projet, bon, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais c'est une topographie de l'inconscient à ciel ouvert des GAFA, enfin des gamma maintenant. Voilà, un moteur de recherche, d'association d'idées. Et l'idée, c'est une sorte de GPS de ce métaverse, puisque, comme vous le savez, la dynamique économique de ces big tech, c'est de prédire notre désir avant même que nous ayons désiré.
Voilà. Et donc pour ça, il faut réinvestir, utiliser leur propre technologie pour essayer de comprendre quel est le dessous des cartes de ces choses qui ont pris le contrôle de notre vie. Voilà. Désolé, c'est rapide. Tu vas dévoiler l'inconscient des GAFA, des gamma. Merci Christophe. Nous passons à Julie Morel. Julie Morel, vous êtes une artiste qui a participé à de nombreux collectifs, Incident.net, Compost, Le Sans Titre. Vos propositions plastiques et graphiques, souvent liées à l'histoire de l'art conceptuel, sont dirigées vers la textualité, les différents aspects du texte écrit. Votre pratique, alimentée par une volonté d'interroger les relations qu'entretient l'homme avec le langage, se développe sous diverses formes, édition, dispositifs interactifs, site internet, installations, dessins, ateliers collaboratifs. Vous explorez ainsi différents champs de l'écriture, la littérature, la traduction, le code informatique, le métalangage, le commentaire, la partition. Votre travail est exposé en France et à l'international. Vous enseignez les pratiques éditoriales et numériques à l'ESSAD Tours. C'est à vous. Donc pour résumer, en gros, j'explore quand même effectivement depuis un petit moment la question du texte. Et quand j'ai découvert, alors pour le coup, Internet dans les fin des années 90, j'ai été tout de suite passionnée. J'avais jamais touché à un ordinateur. J'ai tout de suite été passionnée par le fait que c'était une machine qui était une machine de langage et qui pouvait permettre d'écrire différemment de ce que je connaissais à l'époque. Je vais vous présenter juste 4 projets. Ah oui, alors il faut aussi que je dise, c'est qu'à l'époque, en art numérique, les femmes se comptaient sur le doigt d'une main. Et puis je faisais partie d'un collectif où on était strictement paritaire, mais comme par hasard, c'était toujours les mecs qui étaient invités, alors qu'on était un collectif. Donc je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de faire une sorte d'activisme soft, parce que j'étais pas vraiment activiste dans ma pratique, mais plutôt dans les réseaux que j'ai essayé de développer. Et donc, j'ai développé des résidences d'artistes qui étaient avec une stricte parité dans un premier temps, puis après, j'ai juste viré les gars. et donc, voilà, en détournant une bourse pour les associations de la DRAC, j'ai commencé à inviter des artistes numériques, des artistes numériques pour faire des résidences. Et puis, la deuxième chose aussi qui m'interrogeait déjà à l'époque, c'était la question du changement climatique. Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire des projets un peu toujours de manière timide sur ces questions-là, mais de plus en plus, ça a émergé. Donc là, pour le coup, c'est un projet donc, qui s'appelle Clear Deep Dark, qui font, les 3 mots font référence au clear Internet, le Deep Web et le Darknet. Mais surtout à la manière dont, à un moment, les flux sur ces réseaux-là grandissent de manière exponentielle et les flux réels, c'est-à-dire les différents états de l'eau, on va dire la glace, les rivières, les océans, là commencent à se dessécher ou à s'arrêter. Et donc là, il s'agit de la disparition à la fois des glaciers, des rivières et des lacs sur la planète. En fait, il s'agit de 3 mapmondes avec les rivières, lacs et glaciers qui ont disparu dans les 10 dernières années. Donc ça, c'est encore une fois dans ces mêmes expositions. Je présentais aussi des coordonnées GPS d'endroits où la mer était en train de recouvrir certains territoires, sachant que de manière personnelle, j'étais assez touchée par ça, puisque mon compagnon a perdu 2 fois sa maison dans le sud des États-Unis suite à des ouragans. Et j'ai commencé à mener des recherches sur le sud-ouest de la Louisiane et sur d'autres endroits où j'ai pu aller, notamment au Népal et puis dans le Pacifique Sud, sur des atolls, d'endroits qui étaient en train de disparaître, ou en tout cas tout un écosystème qui était en train de disparaître, dû à la montée des eaux. Et voilà, j'allais déposer des petites pièces en céramique, on va dire des œuvres
destinées à personne, si ce n'est à être recouvertes par les eaux. Des pièces qui sont, on va dire, sans impact écologique au moment de leur diffusion, mais bien sûr au niveau de leur production, voilà. Combien de gaz on prend pour faire une pièce en céramique, à un moment il faut produire. Donc voilà, là on a quelques exemples. Il s'agit de sérigraphie à l'encre conductrice. Donc c'est à la fois des dessins ou des sérigraphies avec de l'encre. Donc c'est à la fois l'outil technique qui sert à faire le dessin, mais qui conduit aussi l'électricité vers des LED, vers des points lumineux qui marquent des endroits en train de disparaître. Suite à ça, j'ai fait une édition avec une personne de l'ESAB à Quimper, donc l'école d'art là-bas, sur un projet qui s'appelait Pratique du hacking. Et là, j'ai décidé de... encore une fois, il s'agit toujours de questions de qu'est-ce qu'on révèle, qu'est-ce qu'on cache, qu'est-ce qui est lisible, qu'est-ce qui est illisible, qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui est invisible. Et là, donc, il s'agissait d'une édition qu'on peut à la fois télécharger en ligne, et puis j'en ai fait imprimer à la demande, sur tout un tas de qu'est-ce qui est caché derrière un projet artistique, quelles sont les recherches qui mènent à un projet dans l'espace d'exposition, mais avec tout un tas de détours sur les recherches faites sur Internet au préalable. Je passe assez vite. La question aussi, alors ça c'est un livre que j'ai fait en collaboration avec Catherine Lenoble, qui est une autrice qui dirige un Fab Lab, et on est parti, à l'époque je faisais un projet autour de l'art dans les milieux extrêmes. On est parti au Népal, mais aussi on est parti sur Internet. Alors on est parti à la recherche d'une plante. Alors si tu peux me tenir juste. Merci. Alors bon, ça va être tout petit, mais vous verrez un petit peu plus l'image qui est ici. Donc il s'agit d'une plante qui s'appelle le Rheum nobile et qui est assez intéressante puisqu'elle vit au-delà de 2500 mètres d'altitude. Et on l'appelle aussi... Merci. La plante serre, puisque en son sein, elle fait plus d'1,50 m de haut quand elle est à son maximum. Elle abrite d'autres plantes qui bénéficient du fait que cette plante arrête les ultraviolets. Et donc l'idée, c'était de partir à la recherche de ce Rheum nobile qui pousse notamment au Népal. Et bien sûr, le voyage a été un échec cuisant, puisque avec le changement climatique, au moment où on devait voir la floraison de cette plante, il n'y avait absolument rien, il n'y avait que de la neige. On a produit un livre avec uniquement des images qu'on a fait sur place, mais aussi tout un tas d'images de touristes Internet, où on a pu comme ça se documenter sur cette plante. Il s'avère qu'à ce moment-là, au Népal, il y avait des manifestations pour leur première écriture de la Constitution. C'était en 2012. Et voilà, ça a fait se télescoper tout un tas d'interrogations sur le tourisme de masse, etc. Donc ça a donné ce livre qui est ici. Et dernière chose... je travaille aussi à partir d'une base de données de peinture, qui est une peinture de genre, les liseuses. Je regarde toute une gestuelle de lecture, la lecture des femmes depuis le Moyen-Âge. Et j'en produis des journaux. Alors j'ai une base de données de plus de 4000 images que j'ai constituées moi-même. Et ensuite, je viens piocher avec des filtres tout simples. Par exemple, c'était la lecture interrompue et la femme qui regarde le lecteur. Et puis, en 2004, j'ai commencé aussi à faire des générateurs de texte. Alors, je vous en montre juste une petite image ici, qui était un générateur de texte qui régénérait Alice au Pays des Merveilles, mais ce sont tous des générateurs de texte qui sont dysgraphiques ou dyslexiques, chose que moi je suis. Voilà. Et donc, suite à ça, je me suis moi aussi mise à travailler avec les intelligences artificielles, toujours sur la peinture des femmes liseuses.
Et alors là, pour le coup, j'ai pas du tout travaillé le côté textuel de la chose, mais uniquement la fonction la plus simple de l'intelligence artificielle, qui est la variation, puisque c'est pour moi la plus basique opération, et l'opération où moi je ne suis pas vraiment en train de médiatiser l'intelligence artificielle, mais je la laisse parler. Et donc voilà, le résultat est, on va dire, tellement évident que j'ai même pas besoin d'en parler. Donc de 5 générations de la première image, j'ai choisi une image, j'en ai généré 5, etc., jusqu'à voilà, l'image du bas. Et je m'arrête là. Merci Julie. Je vous propose qu'on commence la conversation. Vous pouvez prendre les micros qui sont devant vous si vous le souhaitez. Ouais, si vous pouvez les faire. Je vais peut-être poser une première question et puis après on ouvrira les questions au public. Ah, je viens de tuer mon téléphone. Donc ma première question qui s'adresse à vous toutes et tous, ce serait pour vous, comment le numérique affecte-t-il nos vies? Cette question est-elle politique? Comment vous en êtes-vous emparé? Je pense que ça pourrait être Christophe qui répond en premier. J'allais te dire, ouais. Moi, j'ai... comment répondre à ça? Je pense que moi, j'ai... alors, je réponds en tant qu'artiste, pas en tant qu'être humain, parce que c'est pas très intéressant. Mais je pense que j'ai vraiment essayé de comprendre cette espèce de interstice extrêmement étroit entre les utopies du numérique et les dystopies auxquelles on est arrivé. Voilà, l'exemple que je vous ai montré sur le prix des mots, je pense qu'il est assez caractéristique, c'est-à-dire on a été submergé, le monde a surfé sur ces utopies-là, portées par le numérique, par la science, pour basculer dans un univers dystopique. Enfin, maintenant, je veux dire, il y a tellement de gens qui ont dit ça, c'est presque devenu une banalité. Mais voilà, ma position, c'est que les artistes, d'une certaine manière, sont complices. Voilà. Pour dire les choses un peu brutalement, sont complices, inconscients de ce mécanisme. Et je le dis parce que moi j'ai travaillé un peu du côté des hackers, des artistes, mes amis sont des artistes pirates, etc. On parlait de Paolo Cirio, etc. Et j'ai aussi vu l'autre côté, les startups et la récupération intensive. Donc j'ai travaillé là-dessus d'ailleurs, sur ces questions de réappropriation extrêmement systématique de tout ce que je faisais, mais tout ce que faisaient les artistes du numérique pour ressourcer le capitalisme et pour produire une forme du capitalisme absolutiste dont Lénine ne pouvait même pas rêver quand il parlait du stade ultime du capitalisme et de la collusion actuelle entre les pouvoirs politiques, les GAMA, puisqu'on n'appelle plus ça GAFA maintenant, voilà, et l'entrée dans l'univers biopolitique. Voilà. Donc, moi, j'ai été vraiment marqué de plein fouet par cette schise entre l'utopie et la dystopie, et j'ai vécu les deux de manière complètement schizophrénique. Et j'ai essayé de pas... Désolé, pardon, je suis un peu long, mais j'ai essayé de pas... de rester sur ce fil. Voilà. Donc quand je dis que les artistes sont complices, excusez-moi, j'exagère exprès, mais il y a cette histoire de récupération systématique qui m'a beaucoup troublé. Voilà. Le nouvel esprit du capitalisme. Dans la lignée de Boltanski et Capello, bien sûr. Ouais. Gwenola, Julie, Jean-Paul. Tu peux juste répéter la question parce qu'on l'a oubliée depuis. Un peu, la question c'était comment le numérique affecte notre vie et la manière dont cet impact est politique et comment vous vous êtes penché sur cet impact et par quel prisme et voilà. Mais Jean-Paul, ça peut être aussi une question à laquelle tu réponds. Mais c'est pour vous quatre en fait cette question, bien entendu.
Pour ma part, je faisais la réflexion tout à l'heure, avant qu'on arrive, qu'on était de la même génération. Donc je pense qu'on a été une génération qui avait encore le choix. Le choix de pouvoir ou non travailler sur du numérique, pouvoir diffuser des idées, des œuvres d'art par ce biais-là. Et j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui cette question de choix, elle est encore de mise. Si ce n'est le choix à un moment de voilà, moi j'ai une position très radicale en tant que personne et là pas en tant qu'artiste, c'est-à-dire que je travaille toujours avec les outils du numérique, mais j'habite voilà, à la campagne, dans une zone qui n'est pas couverte par Internet, qui n'est pas couverte par le téléphone. Et c'est vraiment un choix éclairé que j'ai fait il y a quelques années. Et là, encore une fois, j'ai l'impression qu'effectivement, je suis un peu en paradoxal par rapport à ma pratique artistique et par rapport à mes choix de vie. De la même manière qu'à un moment, j'étais paradoxale sur le fait de participer à un collectif, voilà, et que mon activisme, on va dire, soft, il se plaçait en dehors de ma pratique artistique, mais sur voilà, plutôt des questions de commissariat, ou comment je peux mettre en place un réseau, etc. Mais en même temps, je dirais que pour moi, ça fait partie de ma pratique artistique, sauf que ce n'est pas des choses qui sont diffusables. Voilà. Mettre en place une résidence, faire un commissariat, aller planter des arbres pour réellement voilà, changer son impact, voilà, et ben ça fait partie de ma pratique artistique. Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qui est mis en avant, ce qui est un peu paradoxal. Moi, j'ai l'impression que les deux, pour me situer là sur le fil utopie-dystopie, que les deux continuent de coexister, mais c'est peut-être parce que j'ai envie d'être optimiste, mais j'ai l'impression que le regard qu'apporte l'art, c'est celui d'être expérimental et de s'intéresser autant aux choses qui défaillent ou qui dysfonctionnent, etc., qu'aux performances des machines. Et ça, depuis toujours, depuis le cinéma, à chaque fois qu'un média nouveau apparaît, c'est ce qui permet de générer aussi une approche qui est un peu activiste, mais ne serait-ce que dans le sens où on va s'intéresser au low-tech, au fake, ralentir la machine, etc. S'intéresser comme Incident.net, c'est pas un hasard si le collectif portait ce nom à l'origine. On était déjà du côté d'une interrogation du bug, alors même que c'était la période utopiste du net, a priori. Enfin, mais j'ai envie de penser que ça me fait penser à l'ouvrage de Fred Turner, aux sources de l'utopie numérique, où il montre que les mêmes individus qui étaient les hackers dans leur dôme géodésique, adeptes du LSD et qui ont fondé la Silicon Valley, aujourd'hui sont les serial entrepreneurs des GAFAM ou des gamma. Est-ce que c'est une question de génération ? Est-ce que c'est est-ce qu'il y a de la récupération inéluctable ? Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, ces deux mondes qu'il relie, qu'il propose de relier, coexistent en permanence, utopie et dystopie. Il y a encore des révolutions qui sont faites par Internet, il y a des choses qui se passent sur les réseaux sociaux qui sont qui sont défendables tout à fait en dehors de l'art et qui sont tout aussi activistes, militantes et efficaces. Enfin, voilà. Justement, Gwenola, toi, tu prends à bras-le-corps cette question du récit et du contre-récit par rapport au récit proposé notamment par les gammas, mais aussi par les États quant au numérique. Alors moi, j'ai du mal avec le mot numérique, c'est pour ça que je n'ai pas réagi à la première question, parce qu'il me pose beaucoup de problèmes. Je trouve qu'il y a plusieurs types de numérique et que dans les projets que j'ai présentés, c'est peut-être plus la critique de l'automatisation, enfin plutôt du fantasme de l'automatisation, notamment lié à la question de la logistique, du service, du serviteur ou de tout ce que ça implique d'automatiser la ville, la maison, la domotique, etc., en termes de fantasme. Notamment avec la voiture qui roule toute seule, qui vient vous apporter vos courses, ou votre drone qui vous apporte à manger, et votre maison qui se chauffe instantanément à la température que vous désirez. Donc il y a un gros fantasme de confort et d'accès à l'information.
et qui est réalisée en partie, certes, mais qui est pour moi que je vois plus comme une régression, je dirais presque historique, par rapport à certaines émancipations qu'on avait pu avoir dans le passé, qui n'étaient pas forcément liées à un rêve d'automatisation, mais qui étaient d'autres désirs, d'autres volontés. Et cette volonté d'automatiser le principe général de la vie quotidienne, par exemple, qui n'était pour moi pas un rêve, je n'ai jamais fantasmé là-dessus, qui était plutôt un délire de film, une fois qu'il a été réalisé en partie, m'a semblé complètement ubuesque, et je trouvais ça presque drôle en fait. Et du coup, dans les projets qui sont un peu, que je vois un peu comme des histoires parallèles qu'on raconte, notamment avec Stéphane dans les différents projets qu'on a fait, c'était souvent un petit peu tourné, montrer l'absurde de ces fantasmes, qui sont quand même souvent des gros fantasmes, et quand je dis qu'ils sont réalisés, c'est qu'en partie, puisque votre voiture n'arrive pas chez vous toute seule et que vous n'avez pas un drone qui vient chez vous le matin, qu'il n'y a pas non plus directement chez vous vos habits qui sont tout de suite mis sur votre lit et que votre lit ne se fait pas tout seul. Donc il y a plein de choses qui ne sont pas automatisées en fait, et impossibles à automatiser. Donc ce fantasme, en fait, on le détourne pour en montrer peut-être l'aberration et le côté drôle qui m'amuse beaucoup. Et du coup, il y a aussi un plaisir en fait à s'amuser à ce contre-récit, qui est peut-être un plaisir d'écrivain et qui me semble assez salutaire, je dirais comme Jacques Tati s'amusait dans Playtime, à se moquer des futurs quartiers de la Défense en montrant les gens qui se cognent contre les baies vitrées, quoi. C'est un peu de ce côté-là. Oui, l'impression que ça donne, c'est que l'humour, l'absurde, la poésie sont finalement très présents dans vos travaux et dans ce que vous proposez. Ouais, tout à l'heure, on se faisait la réflexion. Enfin, moi, je faisais la réflexion que, et pour parler de contre-récit, c'est que comment faire un activisme qui produit des formes qui sont toujours des formes, des manières de penser différentes. Il y a une espèce de normalisation aujourd'hui des formes. Et donc voilà, par le contre-récit, effectivement, ça c'est l'humour aussi des Google Ads, ou voilà, comment on produit une histoire un peu différente et on réussit par la forme, dans le numérique ou dans l'édition ou quoi que ce soit, à produire non seulement des revendications, mais aussi des manières de voir et des images différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Jean-Paul, non? Moi, tout ça me fait penser à ce magnifique ouvrage de Michel de Certeau, Art de faire, où on voit que la ruse et la tactique, où l'humour sont l'arme du faible contre le puissant, même si il ne s'agit pas de minimiser le pouvoir excessif que prennent les GAFAM aujourd'hui, mais de précisément faire ce pas de côté qui permet de relativiser leur poids, leur impact, voilà, soit par le détournement, soit par des jeux avec ces machines-là, quoi. Je dirais que c'est pas forcément relativisé. Enfin, le pas de côté, je trouve ça salutaire, mais il y a aussi le fait que souvent, dans les discours, notamment de la Silicon Valley, et en ce moment, il y a tout un pan énorme qui s'ouvre de mensonges éhontés de la part de beaucoup d'acteurs des entreprises privées du numérique, qui consistent à nous faire croire qu'ils sont extraordinairement parfaits écologiquement et qu'ils ne produisent rien de mal. Et que du coup, la planète va continuer d'aller très bien grâce à eux. Et donc, c'est Bezos qui achète des forêts entières en Afrique pour racheter des quotas de pollution, parce que grâce à ce système, il peut avoir le droit de polluer par l'achat de carbone trade. Et donc, ils s'amusent, enfin, ils ne s'amusent pas, en fait, ils font véritablement des discours de diversion qui sont tellement bien faits et qui sont vraiment l'héritage de la publicité, des systèmes publicitaires et du marketing qui a avancé d'année en année, de plus en plus en inventant voilà, un langage assez fort, que ça aveugle totalement le fait que c'était une pollution gigantesque. Le numérique, ça a aussi de la pollution par le biais des serveurs, des calories qui sont brûlées. Et puis, en fait, même l'intelligence artificielle,
le deep learning, c'est très polluant. Enfin voilà, il y a tout un truc énorme qui se met en place, qui est leurré par des stratégies de diversion du côté du discours écologiste, qui est en fait du greenwashing puissance exponentielle. Et ça, je pense que l'artiste aussi, enfin moi, je pense que c'est aussi à nous de montrer l'envers du décor et le langage, le faux langage, quoi. À un moment donné, de dire l'arbre n'est pas plus arbre que l'arbre, c'est pas vert, voilà, c'est juste pas vert du tout. Et ça, je pense que là, on a un rôle à jouer. Enfin moi, j'ai l'impression. Je vous invite à lire aussi le livre de Edward Bernays qui s'appelle Propaganda. Donc je crois que c'est 1929. Qui est donc le neveu de Sigmund Freud, qui est parti inventer la publicité, les méthodes de propagande contemporaine aux États-Unis en 1929. Et c'est absolument fascinant, même si on connaît déjà cette histoire. C'est lui qui a fait fumer les femmes, par exemple, aux États-Unis, en invitant des féministes, des suffragettes, à faire une manifestation contre le patriarcat. Et donc leur revendication qui s'appelait Freedom Torch. Donc il a fait venir toutes les chaînes de télé pour filmer cette manifestation de féministes qui fumaient. Et du jour au lendemain, les femmes se sont mises à fumer aux États-Unis. Et c'était, je crois, je ne sais plus si c'était Lucky Strike ou Philip Morris. Je ne sais plus. Non, Philip Morris, c'est eux qui ont importé l'art contemporain en France avec la CIA. C'est ça. C'était Lucky Strike, voilà. Donc le livre est absolument incroyable et tout est écrit. C'est devenu ensuite le livre de chevet de Goebbels. Enfin voilà, il y a toute une histoire des industries du tabac et des industries pharmaceutiques. Voilà. Des références décidément sympathiques. Sympathique. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle, peut-être, pour nos invités? Ah, ici. Un micro est en route. Merci. Bonjour. Pardon. Merci à toutes et à tous pour vos mots. Ce dont vous parlez m'évoque légèrement le courant accélérationniste que vous connaissez sûrement, qui est présent dans tout le spectre politique, donc qui repose sur, je pourrais dire, l'idée de dépasser le capitalisme en s'appuyant sur la technologie et sur ses contradictions. Et donc j'aimerais éventuellement avoir un avis de votre part là-dessus, peut-être une conversation. Voilà. Le courant accélérationnisme, il est assez complexe parce qu'il y a plusieurs acteurs. Il y a le fameux, le poète littéraire qui est parti s'exiler en Chine, j'ai oublié son nom. Et donc c'est aussi un mouvement assez complexe à lui tout seul, déjà. Et c'est vrai que ce qu'on a retenu de l'accélérationnisme, c'est l'idée que pour s'en sortir du côté de l'anthropocène, il fallait accélérer très vite la technologie pour qu'on puisse dépasser les problèmes qu'on vit actuellement. Et moi, je le croise en ce moment pas mal avec un autre théoricien que je trouve tout aussi problématique, qui a écrit The Stack de Benjamin Bratton, qui croise quand même l'accélérationnisme et qui propose, lui, ni plus ni moins, de terraformer la Terre avec des programmes de très grande envergure pour qu'on puisse s'en sortir, dit-il, en terraformant, en proposant des énormes projets gigantesques de transformation du terrestre qui, selon lui, ne pourrait pas s'en sortir autrement. Alors moi, je suis très sceptique sur ce courant-là parce que ça me semble... Je vois même... Déjà, on a du mal en ce moment à se mettre d'accord avec plusieurs acteurs pour ne serait-ce que contrer une invasion russe en Ukraine. Je vois pas trop comment plusieurs pays pourraient terraformer la Terre. Donc j'ai du mal à imaginer... Benjamin Bratton, peut-être ça peut être séduisant sur le papier, mais ça me paraît encore plus délirant là que les projets de ces fameuses GAFAM, en fait, à moins que ce soit lié. Mais peut-être, je ne sais pas si vous avez d'autres... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça paraît toujours un délire aussi de contrôle. C'est peut-être contrôle frics aussi, cette manière de voir les choses. Se dire, on ne pourrait pas s'en sortir en faisant confiance à l'humain. Il faut tout contrôler. C'est comme ça que j'en vois... Et d'utopie de maîtrise de tout, y compris du changement climatique et des systèmes terrestres. La terraformation pour Benjamin Bratton, c'est planning,
planification, design et computation de l'intégralité de la planète. Rappelons-le. Voilà. Ça sous-tendrait qu'il faudrait aussi avoir suffisamment de systèmes techniques pour le faire et des ressources aussi fossiles ou minérales pour le faire. Et ce qu'on peut voir actuellement, c'est plutôt un monde qui va vers la pénurie. Enfin, même la pénurie de l'eau, la sécheresse. On a vu les feux en forêt cet été. Donc on est plutôt dans des gestions des ressources limitées plutôt que dans une ressource illimitée. Et à chaque fois, que ce soit les GAFA ou je trouve ce courant-là, on part toujours du principe qu'on est sur un banquet à ciel ouvert, quoi. Et ça, c'est malheureusement, moi j'ai l'impression qu'il y a un problème de principe de réalité. Alors c'est encore une fois très subjectif, hein, mais je vois mal comment on pourrait tout d'un coup avoir la solution miracle du côté de l'abondance. Mais peut-être aussi, c'est un biais. D'autres questions peut-être ? Non ? Ça peut peut-être prolonger ce que... Moi, ça me fait penser à quelque chose, justement, par rapport au numérique, puisqu'on parle d'activisme, de numérique et d'art. J'ai un peu l'impression, mais c'est peut-être un débat que j'aimerais proposer, ou une question que j'aimerais vous poser à vous, que le numérique a ouvert aussi la voie à l'abondance d'informations, qui est un peu le cas du numérique, puisqu'on a beaucoup d'informations. Et donc, il y a aussi un imaginaire de l'abondance lié au numérique, qui est celui de cet illimitisme de l'information, des possibilités techniques, des opérations de réversibilité aussi, parce qu'on peut revenir en arrière avec le pomme Z, le pomme C, le pomme V, une sorte d'opérabilité avec les nombres qui donne lieu à des opérations multiples et variées, aussi bien pour l'art que pour autre chose. Et que du coup, je me demande si dans les projets aussi qu'on propose, c'est pas aussi indirectement de parler de ces différents, de ce contraste entre, comme le disait Julie aussi, par rapport au lieu où tu vis versus ce que tu fais. À un moment donné, tu es dans un territoire qui est vraiment ancré terrestre, il est terrestre, et en même temps, tu travailles aussi sur le numérique et tu fais des projets d'intelligence artificielle avec, en tout cas, en la détournant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi de ce rapport au... Voilà, qu'est-ce que c'est, en fait, finalement, de vivre dans un lieu comme cela et en même temps de travailler sur ces projets-là? Est-ce qu'il n'y a pas comme ça peut-être un enrichissement des deux aussi, une complétude? Enfin, ça m'interroge. C'est une question assez vaste. Pour moi, c'est toujours cette espèce de dialectique un peu étrange de qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui n'est pas visible, qu'est-ce qui est... c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, et en même temps, moi, j'ai pas vraiment... Enfin, ouais, tu me poses une bonne colle. Je sais pas ce qu'en pense Christophe, mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est presque une méthode de survie. Je suis pas dans un épanouissement de ces deux pôles-là du tout. C'est une décision ferme et définitive il y a une dizaine d'années de plus participer à justement cette abondance. Et en même temps, presque une longue... un long... comment dire quand on se fait désintoxiquer, une longue désintoxication de cette surconsommation et surproduction d'images, qui est en train une espèce de décroissance numérique par le côté terrestre. Et en même temps, l'idée de ne pas vouloir lâcher, occuper le territoire de manière éthique pour que d'autres ne l'occupent pas à ta place, c'est-à-dire les politiques, les GAFAM et autres. Voilà. Après, on ne fait pas le poids, c'est sûr, mais l'idée, c'est toujours quand même essayer d'être présent à un moment et puis, par une petite présence, d'essayer de quand même un peu envenimer les choses pour pas que ça soit si facile.
J'ai l'impression que ça pose beaucoup la question des choix technologiques qui ont été faits et des choix qui ont été faits, par exemple, pour de la vitesse, de l'accès à de plus en plus de données, de la puissance aussi des ordinateurs, des smartphones et des bifurcations qui auraient pu être faites à d'autres moments dans d'autres sens. Je ne sais pas, Jean-Paul, peut-être que vous avez un truc à dire là-dessus. Oui, il y a cette accélération, effectivement, et cette volonté d'être toujours dans la flèche du progrès, quoi. Et en même temps, on voit émerger aussi les technocritiques, la décélération, la disnovation, l'incident, etc. Je fais référence à la fois à des mouvements théoriques, mais aussi à des noms de collectifs d'artistes, quoi. C'est intéressant de voir comment il y a cette prise de position. Moi, ce que m'évoquent aussi vos projets, c'est qu'on est dans la profanation au sens d'Agamben, de chasser sur la terre des propriétaires, mais aussi dans une forme de, comment dire, finalement, jouer le programme prescrit par ces applications, et essayer de pousser jusqu'au bout leurs promesses, en fait, c'est aussi une forme de sabotage. Parce que le sabotage n'est pas simplement casser les machines ici, mais aussi simplement appliquer peut-être avec un peu trop de zèle, le programme de ces machines-là. On le voit avec tous les travaux que vous proposez autour de l'intelligence artificielle, c'est assez intéressant, je trouve. C'est-à-dire que c'est simplement les utiliser, ou en tout cas essayer presque... Alors, je ne sais pas si on est dans la décélération, là, c'est presque de jouer le jeu de l'accélération, enfin de les pousser dans leur performance. En fait, les sature, les fait planter, et c'est une manière de ruse aussi que de procéder ainsi, et je trouve ça intéressant, quoi. Ouais, c'était Société Réaliste, Feu Société Réaliste, qui disait qu'on n'allait pas abattre le capitalisme, mais si on pouvait lui filer un ongle incarné, ça serait pas mal. Je trouve que c'est quand même une belle formule. Je suis assez d'accord avec toi sur l'idée du braconnage, en tout cas une sorte de braconnage sur les terres du Seigneur. Même si c'est une toute petite, c'est presque une portion symbolique. En tout cas. Après, moi, j'ai l'impression que ce que disait Christophe tout à l'heure, que je trouvais assez juste, c'est qu'on nourrit toujours ces bêtes-là. Les bêtes, j'entends les quelques entreprises monopolistiques. On les nourrit quoi qu'on fasse, on leur donne du grain à moudre, des clics. Voilà, ça c'est, on est dedans de toute façon. À un moment donné. Moi, j'assume totalement le fait d'être dedans, d'avoir un téléphone portable, et je suis comme tout le monde, il n'y a pas de différence, quoi. La différence, c'est que peut-être c'est dans l'idée de comprendre le milieu dans lequel on est et d'essayer de d'expliquer les travers et les problèmes que ça pose et les bons côtés, parce qu'il y a aussi des bons côtés. C'est pas que négatif 100%. Et de voir comment, par quel biais on peut être mangé, dévoré ou pas, parce qu'il y a aussi des zones d'ombre, mais d'en faire un tableau, quoi, en quelque sorte, une peinture. Alors, ça peut être aussi la peinture de ces trucs-là, de ces milieux dans lesquels nous sommes, peut être plus ou moins exacte, plus ou moins subjective, plus ou moins fine, mais il y a quand même l'idée d'une observation très détaillée. Donc je me place plutôt en peintre, comme on peint un paysage, comment on le peint et avec quels outils et comment on le décrit. Et là, la description, c'est difficile. Je pense que le livre sur le art renversé, il m'a pris pas mal d'années, en fait. Même si je ne faisais pas que ça, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps de décrire quelque chose d'aussi compliqué qu'un milieu gigantesque dans lequel on est tous dedans avec des interactions hyper complexes. C'est d'une complexité sans nom, quoi. Christophe, peut-être que le travail que vous faites actuellement donc à l'IMERA, justement, sur ces questions de pousser finalement les gammas à se dévoiler, à dévoiler ce qui se passe en profondeur de leur côté, ça parle de ça aussi. C'est un peu du braconnage, du détournement. C'est le sentiment que ça donne quand vous en parlez. Oui, c'est se mettre essayer de leur tendre un miroir. Et voilà, éventuellement se donner en pâture aussi à
assez gamin, comme vient de le dire Guénaël, puisqu'on est artiste, on se donne en pâture, mais on est empoisonné. Voilà. Donc on s'empoisonne, hein, et on espère qu'elles vont se nourrir voilà, une forme de sacrifice peut-être aussi. Comment ? C'est la guerre des mondes. Mais se réapproprier ces choses-là pour en faire des contre-récits ou de la poésie, comme vous le proposez, c'est déjà énorme, non ? Je sais pas. C'est ça que je voulais dire quand c'est des formes différentes, c'est-à-dire qu'à un moment, on pense avec des images, on pense avec des textes, et puis il y a une telle conventionnalité maintenant sur les réseaux sociaux que comment on produit des formes différentes, je ne sais pas comment le dire autrement. Moi, je suis d'accord avec l'idée du danger, de l'empoisonnement. C'est vrai qu'il y a une mise en danger quand même si ça paraît absurde. D'ailleurs, on l'a vu avec Paolo Cirio, il s'est mis en danger. Limite, il y a un moment, il a dû partir. Hein, j'avais suivi. Il y a un moment donné où certains activistes se mettent vraiment en danger. On parlait de la cigarette, dans l'activisme pur et dur. En ce moment, en Amérique latine, on avait récemment le taux des activistes qui étaient morts par crime parce qu'ils avaient dénoncé les lobbies de l'agroalimentaire. Et c'est, je crois, un nombre faramineux, quoi. Donc c'est vrai, là, nous, c'est vrai que c'est pas... c'est plus facile, je pense, de critiquer les monstres du numérique que l'agroalimentaire. Encore aujourd'hui, mais c'est peut-être pas forcément pour si longtemps. Parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y a pas mal de lois qui censurent de plus en plus. Moi, j'ai l'impression que la plupart des projets que je faisais qui récupéraient des images d'Internet, très vite maintenant, les robots nous retrouvent, donc on n'a pas le droit de les utiliser. Donc c'est interdit. Il y a beaucoup d'interdictions qui arrivent. Et il y a des pays où les lois changent. Donc c'est des critiques qui peuvent très vite nous prendre par revers. Donc on le fait encore, mais peut-être qu'il y a un moment donné où il faudra changer de tactique, quoi. Ouais, je voulais par rapport à la forme, tout à l'heure, justement, je pense ce que tu nous as montré tout à l'heure avec Paolo, c'est quand même des formes hyper testostéronées. Et moi, je me pose toujours la question de me dire, mais ouais, est-ce qu'il faut se battre avec les mêmes armes ou est-ce qu'il faut, est-ce que la poésie, alors c'est pas du tout les mêmes. On va perdre, hein, c'est clair, mais je suis pas sûre que moi je trouve ça admirable, hein, comme travail, mais en même temps, je suis pas sûre que la forme adoptée, ça soit celle que moi je prendrais parce que je la trouve vraiment, bien couillue, quoi, quelque part. Et je me dis, est-ce qu'il y a d'autres formes à inventer ? Et en même temps, je ne suis pas complètement sûre de ce que je veux. Mais après, je trouve ça admirable, des gens qui ont un activisme vraiment, action directe, on y va et on se met en danger, etc. Mais je suis toujours un peu ambivalente sur ces formes-là. Moi, je trouve qu'il y a ce que ça fait émerger aussi, c'est une... comment dire ça rejoue les frontières un peu de l'engagement et de la pratique artistique, parce qu'à la fois, ils sont dans une posture d'enquêteur, et puis ce que montre bien le projet de Paolo Cirio aussi, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. De fait, il y a l'exposition au Frénois, qui était censée être une installation acceptée, validée par l'institution, etc. Et puis il y a la partie citoyenne, activiste, qui est en ligne, et qu'il opère aussi en allant faire des campagnes d'affichage dans la rue, etc. Et que le problème, il est là, il est comme si tout d'un coup le monde de l'art pouvait tolérer un certain nombre de débordements, mais peut-être pas cette compromission avec le politique, justement. C'est un peu le thème de la table ronde là, mais pour tempérer peut-être la dimension un peu trop effectivement couillue, comme tu dis. J'avais prévu aussi de parler un peu de Julien Prévieux, et notamment qui, lui, met bien en scène, je trouve, cette dynamique du sabotage au sens de zélé du terme, c'est-à-dire pousser vraiment la logique des technologies jusqu'à les rendre absurdes. Et quand il avait infiltré le commissariat du 5e arrondissement de Paris pour leur faire faire des dessins, il leur faisait faire des dessins à partir du diagramme de Voronoi, donc de l'algorithme qui est censé
être imposé aux policiers aujourd'hui pour cartographier des zones de délit, etc. Chose qu'ils faisaient avant très artisanalement et manuellement, à l'aide de cartes et de punaises. Et là, et ça avait généré une espèce de débat public parce que ça passait par l'atelier et que le fait de travailler avec les policiers était en fait un espace de doléance, quoi. Les policiers témoignaient de leur mal-être face à cette injonction d'utiliser des technologies numériques et ils leur apprenaient pour mieux comprendre, mais enfin c'était un jeu, mais à dessiner, au moins symboliquement, les opérations que réalisait l'algorithme sous des formes, cette fois-ci très poétiques aussi, et qu'il ensuite valorisait dans le monde de l'art comme des ateliers de dessin finalement. Voilà, peut-être une forme d'infiltration aussi qui est un peu différente, mais qui a des points communs, je trouve, quoi, dans le mode opératoire. C'est un peu obliger la boîte noire à révéler ce qu'elle a dans le ventre, en fait. Ouais, c'est ça. Avec cette idée que ça, c'est l'archéologie des médias qui, mais qui après Hitler, etc., montre que tout ça fonctionne en mode protégé aujourd'hui et que la difficulté, elle est précisément dans le fait qu'on n'a plus affaire à des outils, mais à des machines qui fonctionnent en mode protégé et qui sont fermées sur elles-mêmes. On arrive vers la fin de cette discussion. Est-ce qu'il y aurait des questions éventuellement qui seraient apparues au cours de cette discussion de votre côté? Non, toujours pas. Ah, si. Deux personnes, une ici et le monsieur là. Peut-être qu'on va prendre les deux questions ensemble à ce moment-là, si ça ne vous dérange pas. Bonjour. J'avais une question sur le côté activisme, pardon, qui a un côté militant et du coup je me dis un côté un peu ouvert à tous. Moi je suis animatrice et du coup je me pose la question de comment l'ouvrir à tous, justement aux jeunes. Je sais qu'on entend beaucoup parler de l'éducation aux médias, etc. Et du coup je trouve que eux qui sont constamment dedans, il y a pas mal de formes de films à voir ou autres qui peuvent s'amener à se poser des questions, etc. Mais voilà, je voulais savoir ce que vous pensiez là-dessus et si vous aviez des pistes ou des choses comme ça pour ouvrir le débat sur le côté militantisme et du coup ouvert à plein de gens. Voilà, merci. Les ateliers, de ce point de vue, moi je trouve que le mode opératoire de l'atelier qu'employait Paolo Cirio et Julien Prévieux fonctionne assez bien. Mais si on prend le terme activisme avec un H, qui contient donc en germe l'idée du hacking ou du hacker, qu'on peut différencier du terme de pirate, mais enfin c'est dans le sens où il s'agit précisément d'ouvrir la boîte noire et de comprendre comment fonctionnent les machines, pas nécessairement de les... Enfin, il n'y a pas de visée destructrice, enfin peut-être que... Mais enfin... Il y a pas mal de choses qui sont organisées dans ce sens-là, il me semble, d'ateliers au sein de structures qui s'apparentent aussi à des Fab Labs parfois, enfin ça dépend, mais des structures qui accueillent un public large, qui s'intéresse à ces questions oui, c'est ça, d'ouvrir les boîtes noires et d'utiliser des logiciels alternatifs, des applications non propriétaires. Oui, il y a des ateliers d'autodéfense numérique, Voilà, par exemple. Il y a un manuel de 369 dessus, donc la même maison d'édition que celle qui a fait Planète B, mais il y a ce genre de ressources que vous pouvez trouver en ligne et puis aussi dans des tiers-lieux. Dans ce genre il y a des artistes qui font ça aussi. Là, j'avais un petit clin d'œil pour Albertine Meunier. Là, je pensais à cet atelier à la Gaîté Lyrique destiné à des femmes de plus de 77 ans qui apprenaient le langage de l'ordinateur. Peut-être on prend la dernière question. Ouais. Alors, du coup, c'était plus sur la partie financement de ces artistes qui sont contestataires, entre guillemets. Notamment sur l'exposition qui a été censurée. Enfin, quand je dis entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais voilà, je trouvais pas le mot exact. Mais du coup, et sur l'expo censurée de Paolo Cirio, c'est ça. Ça a été donc une initiative de Darmanin à la base, mais il y a apparemment, dans ce qui a été dit, j'ai cru comprendre qu'il y avait comme
une sorte de commission nationale qui gérait, enfin qui potentiellement pouvait gérer ce genre de encadrer les expositions comme ça. Enfin, j'ai pas bien compris cette partie-là. C'est vrai que ça permet de faire le pont avec le DICREAM, ça. Oui, c'est une très bonne question parce que nous allons reboucler, repartir de votre question sur la disparition d'un financement justement qui est le DICREAM et qui permettait de financer nombre de ces œuvres. Donc le nerf de la guerre, c'est quand même souvent l'argent pour permettre aux artistes de travailler, et y compris de travailler dans des formes contestataires. Et donc, par exemple, ce financement doit être remplacé par un financement vraiment qui serait plus sur un financement de la réalité virtuelle et d'œuvres pour le métaverse. Donc, une optique très, très différente. Et c'est vrai que ce serait intéressant de vous entendre sur ces questions de financement. Bah oui, le problème de cette disparition de ce DICREAM, c'est qu'il était le seul et unique guichet, entre guillemets, pour des petits projets qui ne demandaient pas beaucoup d'argent. Donc c'était des petites sommes par rapport à un écosystème qui parfois brasse des grosses sommes, qui est le milieu du cinéma, et qui permettait d'aider beaucoup de projets, et notamment dans des formes hybrides et transversales, avec plusieurs médias, transmédia un peu, donc ça pouvait aller de théâtre, l'opéra, etc. Donc c'est vrai que sa disparition pour un autre système présidé par Jean-Michel Jarre, on peut quand même le dire, sur les métaverses, nous fait penser que là, on est effectivement très loin de la pluralité, du pluralisme, de la diversité et de, je sais pas, tout ce qui pourrait s'ouvrir et permettre aussi à la société d'avoir un regard un peu plus pluriel sur d'autres formes qui pourraient naître et émerger. C'était aussi l'idée d'un laboratoire aussi, où on pouvait créer d'autres formes, d'autres manières de créer, et qui chaque année se remettaient en question et réfléchissaient ensemble sur comment on pouvait le faire évoluer. Et donc, il y a une pétition aussi, on peut dire, que vous pouvez signer en ligne, mais bon, vous pouvez aussi vous renseigner sur ce que c'était. Ça s'appelait DICREAM, D-I-C-R-E-A-M. Voilà. Dispositif d'aide à la création multimédia. Moi, je l'avais vu, enfin, j'ai pas fait partie de la commission comme toi, mais c'est vrai qu'il y a 8 sous-directions au ministère de la Culture en France, la danse, le théâtre, le cinéma, les arts plastiques, etc. Et les projets qui étaient dits multimédia, souvent, se faisaient, balader d'une commission à l'autre parce qu'ils n'étaient pas purement du cinéma ou purement de la danse ou du théâtre. Et il y a eu cette demande et ce besoin de créer une instance décisionnaire, mais qui est aussi un guichet pour évaluer des projets qui seraient précisément multimédia et qui impliqueraient une double inscription minimum dans 2 sous-directions. Voilà. Et c'était, je trouve, un projet intéressant, effectivement, qui mérite d'être défendu. Là, pour le cas de Paolo Cirio, il était artiste invité, professeur invité à l'école du Fresnoy, qui est une institution un peu particulière puisque il n'y a pas d'enseignants à demeure. Ce sont des artistes qui viennent durant une année et qui doivent faire œuvre en même temps qu'ils rencontrent les étudiants et qu'ils les accompagnent dans leur propre réalisation d'œuvres d'art. Donc il y a par exemple eu des réalisations qui ont été comme ça parrainées par Paolo Cirio lorsqu'il était au Fresnoy. Et lui-même avait donc initié ce projet, puisqu'il y a une exposition de fin d'année qui s'appelle Panorama et qui expose ensemble les artistes, professeurs invités et les étudiants de la promotion, en l'occurrence en cours. Voilà. Et il se trouve que Paolo Cirio était par ailleurs engagé sur cette pétition. Enfin, je ne sais pas après s'il a vraiment pensé le projet comme un ensemble ou si ce sont des éléments qui se sont agrégés les uns après les autres, mais il était en tout cas, comme professeur invité, non seulement rémunéré comme professeur, mais aussi bénéficiant de toute l'infrastructure et de la technique présente au Fresnoy pour réaliser son œuvre, puisque c'est ce qui est attendu des professeurs invités. Enfin, c'est pour des choses peut-être trop techniques, ça, mais... Vas-y. Non, c'est bon. Peut-être, Christophe, si tu as quelque chose à dire par rapport à ces questions de financement ou... Non, enfin, je ne sais pas si comment dire, moi, je n'étais pas spécialement... Gwenola parlait du numérique tout à l'heure.
terme un peu compliqué. Moi, je me considère, même si j'ai fait beaucoup de choses sur Internet, je ne me considère pas comme artiste numérique. Et j'ai toujours trouvé un peu bizarre que l'État finance des projets numériques. Déjà, je trouvais ça... Voilà. Après, j'ai eu des bourses du DICREAM. C'est très compliqué de vivre de son art quand on est... voilà. Il n'y a pas vraiment de marché dans l'art numérique, Internet. Il y a quelques collectionneurs, il y a des choses, on a besoin de vivre quand même. Donc, certains sont profs, d'autres voilà, ont un petit boulot à côté. Donc c'est quand même pas une bonne nouvelle. Et j'ai assisté donc à la conférence de présentation donc du nouveau dispositif. Voilà. Et donc il faut faire maintenant de l'image animée, immersive. Voilà, on a l'impression vraiment que ça ressemble à... Je connais pas le dessous des cartes, mais ce que j'ai vu, c'était une sorte de pâle copie des projets de Meta, du Meta Open Arts. Parce qu'il faut savoir ce qui se passe en Californie avec Google et Facebook, d'après ce que j'en vois, il y a une injection énorme d'argent dans le secteur de l'art, du design, du métaverse. Voilà, c'est une sorte de nouvelle époque, un peu équivalent à ce qui se passait avec Jack Lang dans les années 80 en France, quoi, mais c'est assez massif et j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est ça qui est téléguidé depuis la Silicon Valley en France, ou bien s'ils essaient de copier le dispositif, mais en tout cas c'est sûr que ça va devenir compliqué pour se faire financer des projets comme moi je les aime. Voilà. Il y a eu des questions assez marrantes, donc des gens qui demandaient, mais alors est-ce qu'un diaporama c'est une œuvre, une œuvre en image animée immersive, voilà. Donc c'était assez drôle, voilà. Alors les gens ils étaient là, oui, mais alors peut-être ça dépend de la vitesse du diaporama, tout ça, voilà. C'était très, moi j'ai trouvé ça très drôle cette conférence de présentation. Il faut faire de l'image, c'est voilà une sorte de mix entre Facebook et Walt Disney, quoi. Voilà. Bon, mais bon après, je vais quand même déposer un dossier, tout ça. Maintenant tout ce que je fais, ça s'appelait métaverse, machin, quoi. Un pixel transparent, métaverse. NFT. On se refond finalement dans des logiques de production capitalistes, quoi, d'une certaine manière. Ok. Je regarde. Pardon. Peut-être pas finir là-dessus, On peut pas finir sur ça. Mais après, je pense que c'est des novlangues voilà, ces novlangues de bourse appel à projet. Peut-être ça chaque année, enfin depuis toujours, ça a eu lieu. C'est pas récent la novlangue. Donc il y a le discours sur l'innovation, il y a le discours sur le métaverse. On sait que demain ça sera d'autres mots. Il y avait les réseaux sociaux qui se mélangent, mais c'est plus peut-être aussi des manières aussi d'abord de pas forcément pouvoir nommer les choses parce qu'elles n'arrêtent pas de changer. Donc le problème du mot numérique qu'on critiquait un peu au début, c'est que il est très vaste, mais c'est parce qu'on n'a pas d'autres mots parfois, donc on utilise ce mot par défaut. Mais c'est très difficile de nommer des choses qui sont nouvelles tout le temps. Donc c'est aussi des problèmes de vocabulaire classique. Et peut-être que l'activisme aussi, c'est de pouvoir nommer. Donc moi, je pourrais dire les noms sont importants. Donc l'artiste, il est là aussi pour trouver d'autres noms, de chercher. Et la poésie en fait partie, le langage. Et je trouve que ce que proposait Christophe Bruno avec ses AdWords ou ses autres projets qu'il a pu faire, c'est aussi de travailler sur la dénomination, le nom, le dadamètre, le nom qui est tout étrange, qui est bizarre. Ça a un pouvoir, ça a un sens, ça dégage des fantasmes. Donc là, il y a le fantasme du métaverse qu'on peut décrypter, analyser, sonder l'inconscient. C'est assez intéressant, c'est assez jouissif aussi de faire ça. Et moi, je trouve ça assez plaisant de m'amuser à démonter les définitions. Ça nous apprend beaucoup de choses. Voilà. Donc, je suis plutôt positive de manière générale. Je ne vais pas finir sur un truc négatif. Je pense que c'est un très beau mot de la fin. et donc, c'est ainsi que se terminent ces rencontres. Merci à toutes et tous d'être venus aujourd'hui. Merci aux équipes du Tambour et de Maintenant pour l'organisation de cette journée. Et nous nous retrouverons donc au mois de mai à Caen pour la prochaine étape d'Ambivalence. Merci. Merci.